Mesdames, Messieurs, bonsoir, 19 heures, l'heure du journal, les titres. Diffusion supposée de fausses nouvelles, le journaliste Cheikh Yérim Seck en garde à vue depuis hier n'a pas vu le procureur aujourd'hui, retour de parquet. Des nouvelles de Lamine Diack avec son procès à Paris. L'audience reprendra demain avec l'entrée en scène des avocats. L'ancien président de l'I2AF est jugé pour corruption passive et abus de confiance présumé. Une pénurie qui dure, l'eau est en manque dans de nombreuses contrées du pays. ITV a tenté l'expérience des robinets à sec à Dakar et Dakhar. Une pandémie qui dure, le coronavirus tue, 70 morts et handicape l'économie au Sénégal. Les communautés résistent avec le balai comme ici, Kolda debout, nettoie gares et marchés, Cleaning Day pour chasser Covid-19. Les mines qui explosent encore en Casamance, 2 soldats y ont perdu la vie hier à Mbissine. Le ministre des Forces armées condamne fermement. Sidiki Kaba se veut clair, net et précis. La lutte contre la coupe de bois dans la forêt casamançaise va se poursuivre. Bienvenue dans ce journal. Affaire Bati Plus, d'abord la garde à vue de Cheikh Yérim Seck se poursuit. Le journaliste, comme vous le savez, vient de bénéficier d'un retour de parquet. Il fait l'objet de poursuites judiciaires. Il est accusé par le procureur de la République du délit de diffusion de fausses nouvelles dans cette affaire à milliards qui défraie la chronique depuis quelques jours. Et puis cette déclaration du collectif des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal, le CEDEPS considère que la liberté de la presse et la liberté d'expression au Sénégal sont menacées. Il s'interroge sur la pertinence de l'arrestation de Cheikh Yérim Seck pour diffusion de fausses nouvelles. Dans cette période de pandémie du coronavirus, l'emprisonnement éventuel du journaliste semble inadapté, estime le CEDEPS. Pour le collectif, l'arsenal juridique sénégalais comporte trop de dispositions attentatoires à la liberté de la presse et la liberté d'expression. Une toute autre actualité à Paris, actualité judiciaire aussi, où Lamine Diack, dans la capitale française, est jugé pour corruption passive et abus de confiance. Ses avocats vont plaider demain dans la ville française, Ville Lumière. Notre correspondant Abdoulatif Diop. Après avoir entendu les inculpés et les témoins dans le cadre du procès IAF, place maintenant aux plaidoiries. Les avocats des différentes parties seront à la barre ce mercredi pour essayer de tirer d'affaire leurs clients. Si la partie civile est assez outillée avec des preuves dans leur dossier, la farniente ne sera pas de tout repos pour les avocats de la défense. Les conseils de Lamine Diack, Habib Cissé, Papa Massata Diack et Gabriel Dolé vont devoir sortir le grand jeu pour tirer leurs clients des griffes de la justice française. Si le cas Habib Cissé pourrait se présenter moins compliqué, tel ne sera pas le même pour ceux de l'ancien président de l'IAF, Lamine Diack, et son fils jugé à son absence. Les éléments du dossier IAF sont assez coriaces, pour ne pas dire accablants, pour l'ancien patron de l'athlétisme mondial et ses co-accusés. Merci Mondiaï et ses collègues auront besoin d'arguments solides pour faire fléchir la tonitruante juge du 32e cabinet du tribunal de Paris. Le luxe a un nom, l'eau. Le liquide précieux manque beaucoup par ces temps qui courent dans notre pays. Luxe pas seulement puisque c'est devenu une véritable problématique des robinets à sec, constat fait par ITV dans les quartiers de Nord-Foire ou encore de Yoff. C'est un reportage de Boubacar Dieng avec Moussa Fall pour les images. Nord-Foire. Des tas d'ordures jonchent le long du terrain de basket avec une odeur nauséabonde. Dans ce quartier, des habitants comme cette cuisinière professionnelle sont obligés de se faire livrer des bouteilles d'eau tous les jours.
Maintenant, pour me procurer de l'eau, il y a mon fils qui m'amène des bouteilles, des parcelles, HLM Grand Médine, pour que je puisse faire ma cuisine, parce que je suis cuisinière professionnelle. Donc, pour vendre de quoi manger, je suis obligée d'aller de quartier en quartier pour me faire venir des bouteilles d'eau. Après Nord Foire, nous allons à Yoff Ndengagne, une autre localité touchée par le manque d'eau. Cette autre restauratrice a aussi fait les frais du manque d'eau. Le premier jour, j'ai acheté 3 bouteilles d'eau pour cuisiner et ça n'a même pas suffi. Parfois, nous sommes obligés de rester jusqu'à 0 heure pour avoir de quoi cuisiner le lendemain. Vraiment, c'est dur. Ce que les habitants de Yoff et de Nord Foire vivent est une maladie chronique à la cité Fadia. Ici, pour avoir de l'eau, il faut appeler plusieurs fois avant de voir la citerne. Pour que notre cité ait de l'eau, nous passons plusieurs coups de fil. En dépit de cela, les factures sont trop chères. Les dépenses ne sont pas qu'économiques, il faut aussi beaucoup d'énergie. Mardi ou lundi, ça fait aujourd'hui 8 jours, je peux dire, qu'on n'a pas une goutte d'eau. On se réveille à 2 heures du matin, nous sommes au 2e étage. Même au rez-de-chaussée, il n'y a pas d'eau. On a un surpresseur, mais ça ne fonctionne pas parce que l'eau ne vient pas. Avec toutes ces dépenses énergétiques et financières, ce vendeur de café a revu ses prix à la hausse. Nous nous levons très tôt le matin pour trouver de l'eau. D'habitude, la tasse de café, c'était à 50 francs. Maintenant, c'est à 100 francs parce que j'achète l'eau. Je me fais livrer aussi. Si ça perdure, la tasse sera à 150 francs. Avec ce manque d'eau devenu une maladie chronique, ces populations demandent au président Macky Sall de respecter ses promesses de campagne, des promesses allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Et conséquence immédiate de ce manque d'eau, la vive protestation de plusieurs villages de la commune de Mérina Dakhar. Dans cette zone du département de Tivaouane, c'est la pénurie depuis plusieurs jours, assez pour que la population s'en prenne à Aquatec Sénégal. Dans ce reportage de Isidore Alexandre Sen, nous allons voir que les mécontents enragent contre la mauvaise gestion des forages. 25 villages membranguènes car l'Aquatec ne peut plus fournir correctement de l'eau aux populations qui sont sorties en masse pour crier le ras-le-bol. Mes paroles interpellent directement M. Pape Diop, directeur de l'Aquatec, pour atteindre M. Aïmer Ning, maire de la commune de Mérina Dakhar, qui, de par son silence mort, ne réagisse depuis le début. Avec les 18 ans d'Assifor, nous on parvenait à recevoir l'eau. On n'avait pas de problème. Mais depuis 2018, on ne rencontre que des problèmes. Défaillance dans la distribution du liquide précieux, mais aussi nébuleuse dans la gestion du forage, précise Moustapha Gueye. Nous sommes frustrés de par la gestion de notre forage, que M. Pape Diop, M. Pape Diop, directeur de l'Aquatec, veulent nous forcer, 3 personnes qui ont des mains sales, qui ne font pas partie de la commune, qui ne font pas partie des 17 villages qui font partie de la commune. J'interpelle M. Aïmer Ning pour lui dire que pour que Alassane Wade entre dans ce forage, il faut qu'il marche sur nos cadavres. On en a assez. Et Aquatec Sénégal et les gestionnaires du forage Tilor et environ n'en veulent plus. On veut gérer proprement notre forage, des fils qui ont étudié, qui ont de l'expérience. Aquatec, qu'ils dégagent, qu'ils nous laissent notre localité. Plus cocasse, dans cette situation, les populations reçoivent des factures qu'elles qualifient de fausses. C'est falsifié parce que c'est écrit par BIC. Parfois, on t'amène une facture qui est de 40 000. Tu discutes, on te fait payer 5 000 ou 6 000 francs. Pour quelle raison? Dans ces villages de la commune de Mérina Dakhar, les activités agricoles sont compromises à cause du manque d'eau. La quête d'eau, un vrai parcours du combattant, nous venons de le voir. 2 combattants de l'armée sénégalaise meurent dans la lutte contre la coupe de bois dans la forêt casamançaise. Leur véhicule a sauté sur une mine hier à Mbissine et ne comptait pas sur le ministre des Forces armées pour arrêter cette lutte contre la coupe de bois. Sidiki Kaba condamne d'ailleurs fermement cet incident malheureux. Je voudrais saluer
la bravoure de nos soldats qui sont en opération de sécurisation pour le retour des populations dans cette zone qui était en quelque sorte abandonnée depuis plusieurs décennies. J'ai une mémoire pour les soldats qui sont tombés dans l'honneur sur le champ de bataille et leurs familles. Les condoléances du président de la République, mes propres condoléances et celles de la nation. Et je voudrais vous assurer que cette opération sera conduite jusqu'à ce que ces objectifs soient atteints. C'est une opération contre le trafic illicite de bois, contre des bandes armées qui menacent notre environnement et qui sont en train de rendre la Casamance désertique. Maître Sidiki Kaba, ce matin, lors d'une visite de chantier du nouvel état-major de la gendarmerie nationale, un bâtiment moderne R+4 sera érigé au plus tard fin juillet au sein de la caserne Samba Djiri Diallo. Le ministre de la Défense a été reçu par le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. Sidiki Kaba a laissé entendre que l'édifice va ouvrir une nouvelle page de l'histoire architecturale du Sénégal. 1000 tests réalisés, 74 revenus positifs, un taux de 7,4%. 70 personnes ont laissé leur vie dans la pandémie de Covid-19 depuis son apparition au Sénégal. Le rapport cas guéris et patients encore sous traitement donne l'avantage au premier nommé, même si le nombre des cas déclarés positifs a largement dépassé les 5000. Le point du jour du ministère de la Santé avec le directeur de cabinet, Aloïse Walidiouf. Sur 999 tests réalisés, 74 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,4%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 64 cas contacts suivis par nos services, 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Point E 2, HLM Grand Yoff 1, Yeumbeul 1, Rufisque 1, Diourbel 1 et enfin Touba 4. 101 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont dans nos services de réanimation. 6 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce lundi 15 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. Kolda debout pour bouter dehors la Covid-19, c'est ce que nous appelons ici And Kher Coronavirus ou ailleurs Dan Corona. Visiblement, aucune action ne semble être de trop du côté du Fouladou dans l'engagement des communautés contre la pandémie. À Kolda, donc, des jeunes organisés autour du mouvement citoyen Kolda debout mettent à profit les mesures d'assouplissement pour ressusciter le Cleaning Day, un grand coup de balai à la gare routière et au marché central, considérés comme de vastes laboratoires pour virus de toutes sortes. Seydou Diatta, correspondance. La localité n'a plus connu ce genre d'activité depuis 4 mois à cause des restrictions dues à la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, les mesures d'assouplissement sont mises à profit par le mouvement Kolda debout sous l'impulsion de Abdourahmane Doura Baldé pour donner ce grand coup de balai à la gare routière et au marché central de Kolda. C'est à la suite du CDD du comité départemental Covid-19, présidé par le préfet lui-même, que le mouvement Kolda debout a bien voulu offrir ses services pour nettoyer et désinfecter la gare routière et le marché central. Le mouvement Kolda debout, en accord avec le président du comité départemental du Covid-19 de Kolda, le préfet, nous avons initié cette activité parce que, ayant compris que la santé
C'est une affaire des communautés. Et tout le monde sait que dans quel état se trouve le marché central de Kolda. Donc nous avons profité de cette journée de la fermeture du marché pour répondre à l'appel de Abdourahmane Baldé d'Idoura pour l'assainir davantage pour le bénéfice de la communauté. Hier, nous étions à la gare routière pour nettoyer parce que nous avons compris que ce sont des lieux de concentration. Les opérations ont duré 48 heures et ont permis de changer les visages de ces sites à forte concentration. À l'arrivée, la satisfaction a été le sentiment le mieux partagé. Dans un premier temps, nous avions procédé à la distribution des max et des gels antiseptiques et d'appuyer les ménages vulnérables en kit alimentaire. Parce que vous savez aussi, les politiques, les stratégies de lutte contre cette maladie, c'est des stratégies progressives. Donc c'est dynamique. Eh bien, cette commune, c'est la nôtre. Elle sera ce que nous ferons d'elle. Et c'est pourquoi nous avons justement bien magnifié la présence de Kolda Debout pour accompagner l'activité des autorités étatiques dans le cas de la réponse contre la Covid au niveau de la commune de Kolda. Au regard donc de cette maladie Covid-19 qui continue à sévir et compte tenu également de l'assouplissement des mesures qui a permis de constater la reprise du transport interurbain, vous savez tous qu'il est nécessaire d'accorder une attention particulière à la gare routière de Kolda, qui est une gare routière interurbaine. C'est la raison pour laquelle je remercie vivement le mouvement Kolda Debout pour son accompagnement en vue de faciliter la réalisation de ces activités importantes. De plus en plus, les Koldois prennent conscience de la nécessité de lutter contre l'insalubrité et améliorer le cadre de vie. La forte adhésion au Clean Day il y a quelques mois en est une parfaite illustration. La crise sanitaire consécutive à l'apparition du virus mortel en Chine en décembre 2019 a fini d'enfermer la planète tout entière dans de nombreux pays. Un déconfinement total a été amorcé et comme dirait Hassan Gueye, la crise sanitaire c'est aussi la crise économique et sociale. Le thème choisi par notre matinalier Alassane Samba Diop et sa paire d'invités. Le détail Adam Assar. Parti de la Chine il y a quelques mois, la pandémie de Covid-19 a fini d'étaler ses tentacules à travers le monde. Aujourd'hui, une crise économique en découle. De l'avis de Cheikh Mbacké Sène, expert en intelligence économique, cette crise n'épargne aucun État. D'abord, c'est une crise qui n'épargne personne. Donc, je pense que la première remarque qu'on a pu faire, c'est que c'est une crise qui n'épargne personne. Quand je dis personne, c'est qui n'épargne aucun État, qu'on soit un État fort, avec des capacités de résilience qui sont énormes, ou qu'on soit un État faible. Donc c'est une crise qui frappe et entre par toutes les portes. Le Sénégal, classé parmi les pays les moins avancés et ayant une économie dépendante, vit de plein fouet cette crise. Aujourd'hui, le Sénégal, comme la plupart des pays qui sont classés pays moins avancés, vivent de plein fouet cette crise qui est partie de la Chine, de Wuhan. Alors, c'est une crise sanitaire, vous l'avez dit, mais qui va impacter notre économie parce que, étant une économie dépendante, extravertie, qui dépend des échanges commerciaux parce que la Chine, d'où est partie la crise, nous donne 30% de notre demande intérieure. La France, qui a été impactée aussi par cette crise, nous fournit dans le domaine touristique la plupart de notre offre touristique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà des structures économiques qui sont frappées de plein fouet, par exemple la diminution des taxes avec le confinement ou le confinement partiel qui a fait qu'il y a eu l'arrêt du travail, il y a ces segments qu'on appelle le commerce ou le tourisme, le commerce parce que venant de la Chine, ou le tourisme parce que la France ou les pays européens nous fournissant la totalité des touristes. Les invités de l'émission matinale de iRadio ont passé au peigne fin la situation économique en ces temps de crise liée à la pandémie du coronavirus.
Le secteur éducatif est lui aussi tellement impacté par la Covid-19 qu'on se demande à quand la réouverture des classes. Dieu seul sait. Après le raté du 2 juin dernier, le collectif des responsables d'écoles privées du département de Rufisque a une toute autre préoccupation, sortir de l'asphyxie financière sous le poids des charges fixes et d'exploitation, et l'opération de sauvetage relève désormais d'une urgence extrême. La presse rufisquoise prise à témoin, le reportage de Babacar Seck. Les difficultés auxquelles sont confrontées les écoles privées sont d'ordre pédagogique mais surtout financières. En effet, les difficultés incommensurables auxquelles font face les écoles privées sont essentiellement liées d'abord à un impact pédagogique. Vous savez que depuis la suspension des cours le 16 mars, cette suspension a chamboulé tout le dispositif de planification des enseignements-apprentissages, gage d'une année scolaire réussie. Il s'y ajoute aussi un impact financier. C'est l'avenir même de l'enseignement privé qui est en jeu, car les chefs d'établissement ne peuvent plus supporter les nombreuses charges auxquelles ils doivent faire face. L'arrêt des cours a engendré le non-paiement des frais de scolarité, qui sont la principale source de revenus des écoles privées, qui se trouvent dès lors dans l'impossibilité de payer les charges fixes et d'exploitation, notamment les salaires du personnel, les charges locatives et les engagements auprès des institutions financières. Le collectif des chefs d'établissement et déclarant responsable du département de Rufisque sollicite l'arbitrage du président de la République vu le caractère stratégique et fondamental de l'enseignement privé. Sur deux questions fondamentales. La première, c'est un accompagnement rapproché, global et urgent sur sa part d'appui gracieux, non remboursable. Deuxième demande, c'est la mise en place dans les meilleurs délais d'un fonds de crédit adapté aux établissements privés qui permettra de terminer l'année scolaire dans la sérénité et de les appuyer dans la phase de relance. Pour rappel, le département de Rufisque compte quelques 400 établissements privés répartis entre les inspections de l'éducation et de la formation de Rufisque Commune, Sangalkam et Diamniadio. Et on va entrer en gare avec le train express régional. Pas si vite cependant, les commerçants de Thiaroye impactés sont à bout de patience de courir derrière leurs indemnisations. Une manifestation s'est tenue aujourd'hui pour faire dans la menace de bloquer les travaux du train express régional devant la caméra d'ITV de Mamadou Lamine Fati. Thiaroye en ébullition. Les commerçants impactés par le TER montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent l'arnaque du siècle. On dit qu'à Thiaroye, on a payé tout le monde. Il reste que des marchands ambulants. Or qu'à Thiaroye, on n'avait même pas recensé des marchands ambulants. À Thiaroye, on avait recensé seulement des tabliers et des places d'affaires. Et ces commerçants continuent toujours à courir derrière les indemnisations jusqu'à présent. Ça aussi nous déplorons. Si vraiment aussi il dit que on a prévu des marchands ambulants pour un recasement, aussi c'est faux. Parce que les marchands ambulants n'ont pas été recasés. Le marché qu'on est en train de construire pour les commerçants aussi, l'évolution est stagnée. Depuis 4 ans, ça n'a pas avancé. Si tu fais les visites de santé, tu ne retrouveras que des gardiens. Ça aussi, nous interpellons l'État du Sénégal sur ce problème. Un ultimatum de 15 jours est donné aux autorités pour résoudre leurs problèmes. Sinon, ces commerçants menacent de passer à une autre étape. D'ici le 15, s'ils ne nous donnent pas notre dû, nous allons nous coucher sur les rails et sur le pont. Je dis bien, on va se coucher sur les rails et sur le pont. Aucun travaux ne se fera. Nous sommes prêts à mourir pour nos droits. L'État du Sénégal est habitué à voir les gens dans la rue avant de leur payer leurs droits. Nous sommes prêts à tout faire. Ce que les Saint-Louisiens ont fait, nous sommes prêts à faire plus que ça. Depuis 2016, ces impactés du TER courent derrière une indemnisation. Aujourd'hui, ces commerçants disent en avoir marre et exigent que leurs droits soient rétablis. Et c'était le dernier arrêt de ce journal Terminus. Tout le monde descend pour prendre un autre train, celui de Khalifa Diakhaté. Le bloc d'infos, la totale d'ITV se poursuit. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.